On a le plaisir d'accueillir Yannick Jacquemart, qui est directeur transformation de l'exploitation du système électrique et intégration des flexibilités chez RTE. Ancien de Supélec, plus de 10 ans chez RTE, 20 ans dans le groupe EDF, gros background dans les R&D. Également Timothée Furoy, directeur du projet national flexibilité chez Enedis. Alors, polytechnicien, 15 ans là, au ministère de la Transition écologique, du nucléaire, ENR et j'en passe. Et alors, même si on parlait d'équilibre offre-demande tout à l'heure, c'est la responsabilité de RTE et non de Enedis, mais on verra grâce à lui en quoi Enedis s'inscrit également là-dedans. Et pour sortir un petit peu du réseau et puis avoir l'autre côté de la barrière, alors malheureusement, on va pas tant sortir du groupe EDF que ça. Christopher Dargans, à la tête du Demand Side Management de Total Energy. Alors, je dis, on ne sort pas tant que ça du groupe EDF, puisque Christopher est également passé par le groupe EDF via la filiale Agrevio. Voilà, donc merci à tous les trois pour votre intervention. On va commencer par faire intervenir chaque intervenant, chaque à son tour, pour présenter sa vision des flexibilités. Et alors, on va commencer par Yannick. Je vais présenter pour vous. Hop, Non, je devrais pouvoir, en fait, ce sera c'est peut-être plus bon? simple pour avancer. Ouais, je vais essayer que ça Ce serait marche. parfait. Écoutez, merci de m'accueillir. Donc, je vais essayer, je vais parcourir la présentation. Je vous la laisse si certains veulent la consulter après. J'imagine qu'elle sera mise à disposition. Je ne vais pas passer du temps à me présenter, mais vous avez mes coordonnées si besoin. Moi, mon message général, il est donc vu de RTE, le réseau de transport. Et je ne vais pas beaucoup vous parler de réseau, je vais surtout vous parler d'équilibre offre-demande, donc d'équilibre production-consommation. Comme vous le savez, équilibre qui doit être maintenu à chaque seconde, mais un équilibre, on va beaucoup en parler, qui s'anticipe longtemps à l'avance. Le fait nouveau dans le système électrique, il me semble récent, en tout cas, celui sur lequel je vais attirer l'attention ce soir, pour ceux qui n'en seraient pas familiers. Ce que je vous présente là, c'est la courbe de consommation nationale en, en moyenne sur l'année 2024 sur les jours ouvrés, donc avec un point bas vers 4-5 heures du matin, une remontée le matin, un plateau, une baisse l'après-midi, une pointe le soir, et puis on rebaisse en fin de soirée, et une remontée vers 23 heures, 22-23 heures, est liée aux signaux, notamment sur les heures creuses dont on parlera. En fait, Un historiquement, donc écran. la production était vue pour être ajustée à cette consommation. Désormais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer de cette consommation toute la production non stockable, c'est-à-dire celle dont si on la consomme pas tout de suite, ben, on va la perdre finalement, qui est à coût marginal nul. Donc on a en bleu sur ce graphique l'hydraulique au fil de l'eau, en vert l'éolien en moyenne, et puis en jaune, bien sûr, le solaire, davantage centré sur le milieu de journée. Et il en résulte cette courbe verte, qui est la courbe de consommation résiduelle, qui est celle qui va nous intéresser finalement, parce que c'est cette courbe-là qui est alimentée par les autres sources de production, qu'elles soient nucléaires, hydrauliques de lac, On va voir un thermiques peu s'il en bas là, faut, vers le camping, là. pendant toute une journée, et ce sera de plus en plus éviter de consommer quelques heures le matin, quelques heures le soir. On parle de 2 à 3 heures en fait à éviter. Je passe assez vite. La dynamique est très rapide parce que, en fait, si vous regardez le graphique de droite, qui est l'installation du photovoltaïque en Europe, on est à présent à fin 2024 à plus de 330 gigawatts de PV installés en Europe, un petit peu en France, mais surtout en Allemagne, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas. Il y en a plus qu'en France, aux Pays-Bas, aussi surprenant que ça puisse paraître. Et vous voyez que c'est une dynamique d'installation très rapide. Il s'en installe 60 gigawatts par an. Ça peut évoluer, ça peut baisser un peu, mais ça reste très significatif. 60 gigawatts, c'est plus que la consommation de la France aujourd'hui. Donc, ça se voit très, très vite. Alors, je vais juste présenter ça et puis on va avancer vite pour dire que finalement, face à ces besoins de décalage de consommation, on a finalement quatre temporalités. La première dont on a parlé, c'est la flexibilité que j'appelle structurelle ou régulière, c'est-à-dire on sait à l'avance que ce sera mieux de consommer les après-midi, surtout au printemps et l'été, et la nuit, et puis mieux de consommer le week-end que la semaine aussi. Ça, on le sait à l'avance et on peut le faire avec une programmation fixe. On n'a pas besoin de quelque chose de très dynamique, de très high-tech.
On peut le faire avec le vieux système des heures creuses, avec les systèmes plus modernes, peu importe, mais voilà, pour recharger son véhicule, décaler une recharge de ballon d'eau chaude ou autre, on peut faire ça. De façon plus fine, évidemment, ce que je vais présenter, c'est des moyennes annuelles. En fait, tous les jours, ça change. Évidemment, des fois, il y a du vent, il n'y a pas de vent, il fait chaud, il fait froid, donc ça change les conditions et de consommation et de production. Donc, on peut s'ajuster encore plus finement si on est dynamique, autrement dit, si on revoit sa programmation de façon quotidienne, par exemple chaque jour pour le lendemain ou quelques heures à l'avance sur l'infrajournalier. Ce sont les deux grands niveaux de flexibilité qu'on veut développer. Après, on a quand même besoin d'équilibrage, et j'ai mis un petit logo RTE pour dire que ça, c'est RTE qui le gère avec des services particuliers, de mécanismes d'ajustement, de services systèmes qui sont rémunérés, sur lesquels on n'a pas besoin que tout le monde participe, et c'est pas ça dont les volumes vont augmenter demain. Et puis la quatrième catégorie, on en a beaucoup parlé il y a 3 ans, c'est celle des alertes éco-watts. Là, c'est une flexibilité de sauvegarde. C'est parce qu'on avait une situation exceptionnelle avec des risques de coupure d'alimentation dans certaines villes que, on s'apprêtait à envoyer des signaux éco-watts, mais c'est pas le fonctionnement normal quotidien. C'est l'airbag du système électrique qu'on est content d'avoir, mais qu'on espère ne jamais utiliser. Ce qui est nouveau, c'est que dans la flexibilité dynamique, quand vous regardez EJP, des choses comme ça, c'était vraiment s'effacer les jours de pointe. Donc quelques jours dans l'hiver, ça reste, c'est ce que j'ai mis en bas, c'est l'effacement assurantiel. RTE envoie un signal pour ça. Par contre, ce qu'il faut développer, ce qui est nouveau comme opportunité, et c'est vraiment, faut le voir comme une opportunité pour les consommateurs, c'est bien d'optimiser tous les jours sa consommation pour éviter les deux périodes de prix chers, tôt le matin et tôt le soir. Face à ça, il y a un potentiel technique très important, parce que ce que montre ce graphique, c'est qu'en gros, la consommation d'électricité, c'est trois tiers, un gros tiers résidentiel, un tiers tertiaire et un petit tiers industrie. Et que un jour d'hiver, sur la courbe de droite en puissance, vous voyez que l'industrie, c'est le rouge, ça reste un talon fixe, et que 70% ou 80% de la consommation, c'est lié à des bâtiments, qu'ils soient résidentiels ou tertiaires. C'est donc dans les bâtiments qu'on va chercher. Quand on regarde, on a dès aujourd'hui des ballons d'eau chaude pour près de 10 gigawatts à certaines heures, on peut lisser un peu. On va avoir des véhicules électriques et environ 10 millions de véhicules électriques, ce qu'on devrait avoir vers 2030. Ça nous amène environ 5 gigawatts de flexibilité à bouger. Et puis, dans le tertiaire, on peut bouger des choses sur le matin, sur le chauffage, sur la ventilation. Voilà. Donc, je ne détaille pas parce qu'on a peu de temps, mais vous avez des courbes de modulation qu'on peut faire. Euh, Ces puissances sont comparables. Vous aurez peut-être des questions là-dessus. Je ne vais pas m'étendre sur les épisodes de prix négatifs. L'épisode de prix négatif, c'est quand il y a trop de production à un moment donné par rapport à la consommation, on est amené à écréter de l'eau du renouvelable, de l'éolien, du solaire. En moyenne, sur 2024, nos études montrent qu'on a écrété un peu moins de 6 gigawatts. Ben, du coup, 6 gigawatts, c'est exactement une puissance qu'on pourrait tout à fait remplir avec de la consommation qu'on mettrait l'après-midi plutôt que la nuit ou plutôt que le soir. Donc, on voit bien que le potentiel est à la hauteur des enjeux du marché du système électrique aujourd'hui. Et puis, on a fait des tests avec des campagnes et un concours qui s'appelle CubeFlex. On a testé sur certains bâtiments. Là, l'image que vous avez en haut à gauche, c'est un bâtiment tertiaire. La courbe bleue, c'est sa courbe normale. La courbe verte, c'est celle qu'on lui a demandé de baisser pendant quelques heures. Il a réussi à baisser de moitié sa consommation pendant ces heures-là. Il consomme plus en dehors, mais c'est pas grave. Il a préchauffé avant, il récupère après, mais ils ont réussi à baisser leur consommation pendant ces heures-là. Et c'est ça la flexibilité, c'est vraiment des réponses sur des pas de temps très courts de quelques heures. Pas forcément en temps réel, mais des pas de temps très courts de quelques heures. On peut discuter des solutions techniques pour faire ça. Si ça vous intéresse, il y a une publication qui est en ligne sur l'ensemble des sites, que ce soit celui d'RTE, celui d'Enedis, mais aussi Think Smart Grid, le site Making Next, s'appelle le baromètre des flexibilités. On a donc établi avec ces 5 organisations qui présentent les principes et les expérimentations et la façon de le faire. Et puis, nous, on y travaille, on pourra en parler si vous le souhaitez, sur la façon d'améliorer tout ça, et notamment, le cœur du réacteur, c'est de faire en sorte que on ait des offres, des tarifs, des offres pour les consommateurs qui valorisent ça, qui permettent de bien voir les écarts de prix que je vous ai montrés sur les marchés à terre, sur les marchés de gros, pardon, sur les marchés spot, de façon à ce que les consommateurs voient bien des différences de 65% sur leur prix ou
en tout cas de 30, de 40%, significatifs qui les incitent à programmer certains usages pour pouvoir décaler la consommation. Je finirai là-dessus pour dire, on parle bien de décalage de consommation à confort inchangé. Il ne s'agit pas de dire on fait la cuisine à un autre moment, on renonce à regarder la télé ou son ordinateur. Il y a beaucoup d'appareils sur batterie, donc c'est assez facile de décaler, et il y a beaucoup d'appareils, ou en tout cas de consommation d'électricité, qui produisent un stock thermique, que ce soit du chaud ou du froid. Et donc, quand on parle de 2-3 heures de modulation, on voit bien qu'avec de l'inertie thermique, on peut faire pas mal de choses. Voilà pour l'introduction, ce que je souhaitais vous présenter. Vous aurez plus de matière en ayant accès aux slides, mais je vais laisser la parole à mes collègues. Et merci beaucoup Yannick. Alors pour rappel, je vous ai envoyé un lien dans la conversation donc vers cette application SpeakUp pour que vous puissiez poser vos questions. Voilà, et pensez bien à mettre votre nom pour qu'on puisse vous interpeller et que vous posiez vos questions directement. On a parlé de RTE, alors on va descendre un petit peu dans le voltage. Je vais laisser la parole à Timothée Furoy de Enedis. Alors Timothée, est-ce que vous allez bien présenter vous-même? Est-ce que vous voulez que je... Non, Non? justement, bonjour à tous. Oui, parce que Zoom est refusé sur nos appareils. Et, du coup, je l'ai pris par téléphone, donc je veux bien, si ça vous dérange pas, Pas de que vous souci. projetiez pour moi. Si on peut, voilà, parfait. On peut passer à la slide suivante, mais je vais effectivement vous brosser rapidement les enjeux des flexibilités vues de nous. Et comme vous l'avez dit, notamment en introduction, comment même si RTE est responsable de l'équilibre offre-demande, comment on contribue aux enjeux que Yannick a évoqués, qui est le premier enjeu que je voulais évoquer, justement, l'impact de la pénétration des ENR sur l'équilibre offre-demande. Alors, je ne vais pas revenir sur ce que Yannick a développé. On a un besoin de flexibilité structurelle assez important avec le développement du solaire, déplacer de la conso vers le milieu de journée en été. On a par ailleurs des besoins de flexibilité plus dynamiques pour d'autres raisons, notamment de sécurité d'approvisionnement, de production éolienne. Et on a des outils, des leviers sur le réseau de distribution, en particulier grâce à la chaîne de comptage, à Linky, pour favoriser le développement de ces flexibilités. Le premier, c'est sur les flexibilités structurelles, grâce au placement des heures pleines heures creuses et en l'occurrence au déplacement des heures pleines heures creuses qu'on est en train d'opérer, qu'on va opérer sur les prochaines années. Donc vous savez qu'historiquement, les heures creuses ont plutôt été placées la nuit, que le ballon d'eau chaude particulièrement a été piloté, asservi sur ce signal véhiculé par le gestionnaire du réseau de distribution pour absorber les surplus de production nucléaire. C'était ça le sujet historique. Le, 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 le- le sujet évolue avec le développement du solaire et donc l'enjeu pour les années à venir, c'est d'adapter le placement de ces heures creuses à ce nouveau contexte et donc d'aller en placer davantage en milieu de journée, en particulier l'été. Et donc c'est un chantier important qu'on est en train enfin qu'on va mener là jusqu'à fin 27 pour le segment, je dirais, de masse, donc inférieur à 36 kVA, la basse tension, enfin la petite basse tension. Donc voilà, un chantier qui va s'étaler jusqu'à fin 2027. C'est ça qui nous est fixé comme objectif dans la régulation incitative prévue par le régulateur. Et avec cet outil, on va pouvoir contribuer à déplacer des gigawatts au moment où ça devient le plus opportun, ou par ailleurs c'est le plus incitatif enfin, et le plus économique financièrement pour le client, puisque ce sont les moments où les prix de marché sont les plus attractifs. Ce signal, il a deux utilités. Il véhicule donc un signal physique, puisqu'on peut piloter des usages, asservir des usages sur ce signal avec le contact sec
ou les sorties virtuelles du compteur qui permettent voilà, de piloter des usages sur ce signal. Il contribue aussi à l'incitation financière et en plaçant les heures creuses au moment où par ailleurs euh, la production est abondante, on va synchroniser finalement les incitations économiques sur les tarifs de réseau globalement et les prix de marché, et donc aussi contribuer à l'incitation économique d'un meilleur placement des usages. Et donc à ce titre, pour nous, c'est un levier tout à fait utile pour le système électrique, bon, qui touche tous les clients, qui est accessible, éprouvé, efficace et qui a un effet massif historique sur les ballons d'eau chaude et sur lequel d'autres usages, sans modifier le confort, comme l'évoquait Yannick, c'est pas ça l'objectif n'est pas d'altérer le confort des clients, mais donc il y a des usages qui peuvent être déplacés sans altérer le confort des clients. Et on pense pour demain notamment à la recharge du véhicule électrique qui aujourd'hui, dans les enquêtes qu'on mène, est très peu pilotée. En tout cas, c'est ce que les gens déclarent. Et même si on peut faire du pilotage fin de la recharge du véhicule électrique, il me semble que le principal enjeu, c'est qu'elle soit globalement et essentiellement pilotée, en tout cas que la recharge ne s'enclenche pas aux heures de pointe le soir en rentrant chez soi, à minima qu'elle soit pilotée sur un signal tarifaire qui permet d'enclencher la recharge au moment plus tard dans la soirée, dans la nuit, où ça devient plus opportun. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'on a aussi des outils pour aider au développement des flexibilités dynamiques. C'est notamment les calendriers fournisseurs où on met à disposition des calendriers de type pointe mobile pour des offres de fourniture qui envoient des signaux à des clients. Ça existe aussi depuis un certain temps. On constate que par ailleurs, elle se développe ces dernières années. C'est un outil utile et efficace, enfin, à impact pour le système électrique, pour envoyer des signaux aux clients. Alors, là, plutôt dans le sens inverse, un signal de pointe mobile, donc d'effacement de consommation au moment où le système est plus tendu. Et puis évidemment, d'une manière générale, les flexibilités qui s'activent pour l'équilibre offre-demande et qui sont sur le réseau de distribution, il faut en mesurer l'effectivité. Et ça se fait grâce à la chaîne de comptage, aux outils de mesure et de contrôle que l'on met en place au service du système électrique en général. Et donc, globalement, pour nous, c'est bien enfin, pour les flexibilités, vu de nous, c'est là qu'il y a l'enjeu principal. D'ailleurs, c'est le seul ou essentiellement le seul que Yannick ait mentionné. Euh, c'est vu de nous là où il y a le plus de valeur pour les flexibilités, les enjeux d'équilibre offre-demande, bien davantage que sur des sujets de résolution de congestion, où vu de nous, ce sera des volumes et de la valeur d'un d'un ordre de grandeur inférieur aux enjeux de l'équilibre offre-demande. Et donc, par ailleurs, on accompagne un certain nombre d'initiatives que Yannick a évoquées. Je pense à CubeFlex, qui est un concours dans lequel on promeut les, on promeut les initiatives qui visent à placer de la consommation au bon moment, à mettre en place de la flexibilité structurelle. C'est ça l'enjeu du concours qui s'ouvre pour l'année prochaine. On promeut aussi à travers Think Smart Grid l'équipement de moyens de pilotage flex ready dans les bâtiments tertiaires, avec cet enjeu de répondre avec cet objectif de répondre à des enjeux de flexibilité pour l'équilibre offre-demande. C'est nous sur ce sujet qu'il faut orienter les flexibilités, les possibilités de flexibilité des consommateurs. Je passe du coup à la suivante là, que vous avez mise à l'écran. Le deuxième sujet pour nous des flexibilités, c'est aussi les flexibilités pour le réseau. Euh,
on a un programme d'investissement ambitieux à l'horizon 2040 pour soutenir la transition énergétique avec notamment une dizaine de milliards pour l'insertion des ENR, des investissements qui sont nécessaires, mais des investissements. Le temps de développement du réseau n'est pas forcément le temps de développement des projets ENR. Et donc pour nous, il y a évidemment une préoccupation qui est d'être en mesure de recourir à des moyens de flexibilité pour ouvrir de la capacité d'accueil des projets notamment ENR sur le réseau de distribution, dans l'attente que les travaux de renforcement qui seront in fine nécessaires soient faits. On a plusieurs solutions qu'on déploie, qu'on est en train de déployer. La première, c'est un projet qu'on appelle Reflex, qui consiste à ouvrir de la capacité d'accueil sur nos postes sources au-delà de leur capacité technique. On a aussi un objectif fixé par le régulateur pour les années qui viennent, et on est en train d'ouvrir de premières capacités justement additionnelles là, sur de premiers postes sources, et on compte le faire chaque année dans les 3 ans qui viennent. Donc, une première fois cet été, une seconde fois l'été suivant, et une troisième fois l'été 27 pour atteindre l'objectif qui nous est fixé et dont on estime qu'il permettrait de dégager de l'ordre de 800 mégawatts supplémentaires par rapport au dimensionnement technique des ouvrages. Une deuxième solution qu'on va déployer aussi pour permettre l'accueil des ENR, c'est les raccordements flexibles. On le fait déjà pour les producteurs. On va le faire notamment pour le stockage et puis l'étendre à tout type de consommateurs, avec néanmoins, vu de moi, une différence, je pense, qui me semble utile de mentionner, c'est que les enjeux sur ce sujet me paraissent différents entre producteurs, stockeurs d'un côté et consommateurs de l'autre, dans la mesure où enfin, le coût de l'énergie non injectée est sans commune mesure au coût de l'énergie non distribuée. Il est donc plus rationnel, enfin plus économiquement rationnel d'aller écréter surtout enfin, de la flexibilité sur la production plus que sur la consommation. Et donc ce qu'on projette davantage, c'est que les volumes de flexibilité pour le réseau soient essentiellement sur la production. Dernier point, qui est à l'écran, c'est l'enjeu de la décentralisation des usages flexibles sur le réseau électrique, sur le système électrique national. Euh, on a déjà aujourd'hui des capacités de production qui sont significatives sur le réseau de distribution, une cinquantaine de gigawatts. Euh, on en projette à l'avenir bien davantage, et surtout une part finalement de la production qui est un outil de flexibilité essentiel pour le système électrique, celui qui sera sur le réseau de distribution. On a des usages flexibles déjà aujourd'hui assez massifs sur le réseau de distribution. Je vais bien mentionner le ballon d'eau chaude. On aura demain la recharge du véhicule électrique qui représente un potentiel majeur de flexibilité. On a de la flexibilité dans les bâtiments. Yannick l'a évoqué, on a d'autres usages flexibles qui se développent. L'enjeu de tout ça, c'est que, enfin, notre conviction, c'est que les flexibilités sur le réseau de distribution vont être nécessaires pour l'équilibre global du système électrique, pour l'équilibre offre-demande, pour résoudre les congestions du réseau de transport, pour résoudre nos propres congestions, et qu'on a un besoin de nouvelle organisation de la gestion de ces flexibilités pour permettre leur participation sur ces différents marchés, si je puis dire. C'est des choses qu'on réfléchit et qu'on construit avec RTE. Il y a des sujets aussi sur lesquels on travaille qui sont les enjeux de pilotabilité sur la basse tension, puisque les moyens de production en basse tension commencent à représenter une part significative dans le parc. Et donc, on réexamine ça notamment avec RTE.
On met, pour ce qui nous concerne, on développe des outils de pilotage dynamique des flux sur le réseau de distribution pour être en capacité, justement, d'avoir une gestion plus fine de ces équilibres et de gestion des leviers de flexibilité pour les différents types de contraintes ou de marchés que j'ai évoqués. Et puis, on a un travail à venir réglementaire, organisationnel, de mise en place d'un marché, de l'organisation de ces marchés de flexibilité, voilà, qui est un travail devant nous, euh, conjoint avec RTE. Et je vous remercie. Bien, merci beaucoup Timothée. Alors aussi bien Yannick que vous avez parlé de CubeFlex. Alors n'hésitez pas à envoyer le lien si des personnes sont intéressées, parce que je sais que ça vous tient à cœur de faire un peu de pub pour ce concours. En tout cas, on a parlé réseau. Maintenant qu'on a parlé réseau, il faut bien quand même qu'il y ait des personnes qui soient capables de répondre à ces flexibilités. Donc on va passer de l'autre côté du compteur. Et je vais donc appeler à la barre Christopher de Total Energy. C'est bon, vous m'entendez? C'est très bien, Et la présentation, j'ai on la pris voit. sur mon ordi. Voilà, moi, la demande, c'était quels étaient les aspects plus techniques, comment concrètement on peut réussir à piloter des assets flexibles. Et là, je me suis focalisé principalement derrière le compteur, donc chez les consommateurs, sachant qu'il y a aussi de la flexibilité côté production, comme en ont parlé les deux intervenants juste avant moi. Alors, je vais essayer juste de voir si ça marche. Donc rapidement, juste pour montrer les enjeux sur la flexibilité, je me suis intéressé à regarder juste le volume de batterie qui était déjà installé et montrer que c'est une situation mais en pleine croissance. Il y avait déjà 1,2 gigawatts de batterie installée en opération. Il y en a 1,3 en construction. Il y a plus de 10 gigawatts en cours de développement. Et la particularité de ce que je vais vous présenter, c'est qu'on est ce qu'on appelle totalement intégré. C'est-à-dire je travaille avec une société qui a déjà des batteries, qui travaille avec l'équipe dont je fais partie, tout ce qui est Power Origination, donc aller chercher la flexibilité chez les consommateurs. On travaille avec toute une équipe qui va faire le project management des batteries, et puis bien sûr en bout de chaîne le trading qui va optimiser sur l'ensemble des mécanismes. Et vous allez voir que c'est un aspect important parce que les assets du type des batteries nécessitent en fait de pouvoir cumuler plusieurs sources de revenus pour amortir l'investissement. Alors, qu'est-ce qu'un Energy Management System pour, euh, pour pouvoir piloter ces assets, donc différents types d'assets? On aime comparer ça à un corps humain. C'est ce qu'on appelle donc la partie cerveau, c'est qui va anticiper, qui va faire des forecasts, qui va mettre de l'intelligence avec des algorithmes très spécifiques pour savoir à quel moment participer sur quel mécanisme de valorisation de la flexibilité. Vous avez après, on va comparer ça à la colonne vertébrale, ce qu'on appelle Power Management System. Donc, c'est un système qui va prendre le relais, qui va permettre, si jamais on est déconnecté du cerveau, ce qui peut arriver, hein, des fois on est déconnecté du réseau, de pouvoir continuer à assurer un service nécessaire souvent pour le réseau. Et donc, vraiment, on a la colonne vertébrale qui continue à agir, même si on est coupé du cerveau. Et puis après, vous avez toutes les moyens, les assets connectés à l'ensemble, au système EMS. Et là, vous avez de tout. Vous pouvez avoir du panneau photovoltaïque, vous pouvez avoir des batteries, vous pouvez avoir énormément d'assets. D'ailleurs, j'en parle un peu plus loin pour entrer dans le détail ici, pour donner des exemples d'assets qui peuvent être pilotés depuis un Energy Management System. C'est des process industriels. Donc, quand on dit piloter, c'est à la fois remonter de la donnée pour savoir quelle est la consommation du site, savoir quelle est la flexibilité disponible, mais également du contrôle commande, c'est de pouvoir les piloter des bouts de process industriels, des machines à papier chez un papetier, des broyeurs chez un cimentier. Vous avez après tout ce qui va être photovoltaïque. Donc on n'en parle pas trop en France encore pour l'instant d'un le compteur, mais on en parle beaucoup pour les parcs PV, parce qu'on a de plus en plus de prix négatifs. Donc on a besoin de couper la production solaire quand les prix sont négatifs pour permettre de rééquilibrer le réseau. Et vous avez des pays autour de la France qui ont déjà vraiment des soucis avec des records de coûts
d'écart en Belgique, par exemple, à plus de 4000 euros du mégawattheure. Donc, il était temps de couper les assets, malheureusement, décarbonés pour pouvoir garder un réseau équilibré. C'est tout ce qui est batterie, bien sûr, les véhicules électriques, l'hydrogène, tout ce qui est microgrid, les groupes dispatch, et encore des groupes diesel, des groupes de secours, et tout ce qui touche aussi le secteur tertiaire. Donc, si on rajoute sur un site donné, euh, c'est intéressant parce que si on se projette je sais pas, il y a 20, 30 ans, quand vous alliez faire des courses, ben, il y avait juste une connexion au réseau, peut-être un groupe électrogène pour sécuriser toute la chaîne de froid. Ça s'est arrêté un peu à ça. Et aujourd'hui, ben, la plupart de nos consommateurs, ils vont avoir du PV sur les toits ou des carpools. Ils vont pouvoir avoir des véhicules, des bornes de recharge de véhicules électriques ou même de camions électriques de plus en plus. Ils vont avoir éventuellement des batteries, des groupes de secours. Ils sont bien sûr connectés au réseau. Et donc l'EMS, ça va être l'Energy Management System, ça va être le système qui va piloter l'ensemble de ces actifs flexibles sur le site, avec différentes typologies de services. Il y a des services d'abord pour le site. Si un site décide d'installer des batteries ou de développer de la flexibilité sur son site, c'est parce qu'il y voit un intérêt. Donc déjà d'économie de facture, mais également pourquoi pas de pouvoir améliorer son autosuffisance s'il installait du PV sur le site. Ça peut être aussi de pouvoir participer à des services de ce qu'on appelle le peak shaving. Il y en a très peu en France. Donc, c'est-à-dire, je m'assure de limiter ma puissance installée toute l'année. Et si j'ai quelques pics, même saisonniers ou quelques heures par jour, de pouvoir les réduire. De pouvoir aussi, euh, si on a un fournisseur d'électricité, en sécurisant sa prévision de consommation et en réduisant à des moments opportuns sa consommation, comme on l'a présenté Yannick tout à l'heure, pendant les pointes du matin et du soir, on est vraiment dans une démarche de, d'économie sur sa facture. Vous avez après, hop, je pense qu'il y a un problème de micro. Vous avez après donc, les services pour le réseau. Donc là, on rentre sur les mécanismes dont parlait Yannick tout à l'heure. Ce sont les réserves gérées par RTE. Vous pouvez participer donc à des réserves de fréquence, des réserves de capacité, et vraiment, et voire même participer grâce à un mécanisme qui a été développé en France, hein, les NEBEF, je crois qu'ils changent de nom récemment, de pouvoir même revendre l'énergie que vous avez en trop sur les marchés de l'électricité. Et donc, cette participation au marché, ça se fait aussi sur le spot la veille pour le lendemain, ou même le spot en intraday. Et donc, il y a vraiment énormément de façons d'optimiser sa facture d'électricité en participant à la flexibilité, en respectant d'abord les contraintes du site. Donc, si jamais l'objectif c'était d'améliorer son autoconsommation, son photovoltaïque, on va d'abord répondre à ce besoin et après, s'il reste de la place sur la flexibilité du site, de pouvoir participer au mécanisme de marché, à l'équilibrage du réseau électrique. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde aussi les outils pour pouvoir piloter cette flexibilité, il y a des horizons de temps très différents. Vous avez des décisions qui sont prises longtemps, enfin, quelques années auparavant, hein, ne serait-ce que d'investir sur du PV sur son terrain ou de signer des contrats à long terme, ce qu'on appelle des PPA, des Power Purchase Agreements, dans des contrats à long terme sur des parcs qui ne sont pas sur votre site. Et vous avez également des décisions qui peuvent être prises avec un horizon de temps du trimestre, du mois, la semaine sur l'autre, en prenant en compte par exemple toute la maintenance sur votre site, mais également la veille pour le lendemain et en intraday. Et on voit bien qu'il y a des décisions qui sont prises alors avec un système d'information, des algorithmes, mais pas seulement. Il y a vraiment une intervention humaine aussi à chaque horizon de temps pour prendre des bonnes décisions. Et le MS devient à ce moment-là aussi un outil d'aide à la décision tout au long de la vie de votre flexibilité, et la mise à disposition de cette flexibilité. Voilà. Alors enfin, juste pour montrer les quelques fonctionnalités d'un EMS, alors, on essaie d'avoir quelque chose de plus en plus complet. Pour faire un peu d'histoire, quand je commençais la flexibilité une vingtaine d'années, il n'existait pas d'outils sur le marché. Donc, c'était les agrégateurs principalement qui développaient leur outil en propre, ou les TSO, les DSO, enfin, tous les acteurs de marché avaient besoin de développer leurs outils.
Aujourd'hui, on a énormément d'acteurs qui proposent ces outils en software as a service. On a répondu récemment, on a lancé un RFI, on a eu plus de 25 réponses juste sur l'Europe. Donc il y a énormément d'acteurs, mais avec des horizons très différents. C'est soit des... Pardon, ça c'est pas cool. Attendez, excusez-moi. Voilà, donc c'est soit... Alors, pardon, hop, désolé. Donc, c'est soit des acteurs, des agrégateurs qui ont un outil intégré, soit des grands acteurs de marché qui ont développé des outils pour le réseau, premièrement, donc pour des gestionnaires de transport du réseau, mais qui développent de plus en plus, adaptent leurs outils pour de la flexibilité chez les consommateurs. Vous allez avoir des choses assez classiques, là, tout ce qui est sécurité. La cybersécurité, c'est extrêmement important dans un monde où on va piloter des actifs. Vous avez la gestion des données. Et ce qui va être important, c'est toute l'intelligence qui va donc prendre en compte les mécanismes de marché, la réglementation en place dans un pays donné, ça, automatiser le contrôle du réalisé et arbitrer selon les prévisions de coûts, quel est comment intervenir sur le meilleur mécanisme pour pouvoir optimiser la valeur de la flexibilité. Vous avez d'ailleurs des tas d'acteurs qui interviennent dessus. Vous avez des agrégateurs, vous avez des traders, vous avez même des optimiseurs, donc des personnes qui sont spécialisées sur ce type d'algorithme. Bien sûr, vous avez des remontées d'informations avec tout ce qui est la prise en compte des indisponibilités pour pouvoir ajuster au fur et à mesure la meilleure courbe de charge, la meilleure euh, optimisation de votre flexibilité. Voilà, donc je ne vais pas rentrer plus en détail, mais je peux vous dire que les outils se sont améliorés, ils ne cessent de s'améliorer. On est parti de très gros actifs, on va de plus en plus vers du diffus, avec des acteurs assez disruptifs, hein. Des acteurs comme Kraken en Angleterre qui est parti dans le B2C, qui a développé des plateformes assez puissantes. Mais on est capable aujourd'hui de piloter tout type de flexibilité derrière le compteur pour pouvoir à la fois servir l'ensemble des industriels, mais également participer à l'équilibrage du réseau. Yep. Bien, merci Christopher. Alors, avant de passer la parole aux personnes de l'audience qui ont posé quelques questions, moi j'en ai quelques-unes pour vous trois. Bon, encore merci à tous les trois d'intervenir. C'est vrai que finalement, quand on regarde un peu les médias ces derniers temps, alors beaucoup parlent de flexibilité, et puis de l'autre côté, on a un peu le sentiment que, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a comme un frein sur le déploiement des ENR, qui pourtant sont censés être l'une des raisons principales du développement de la flexibilité. Semble aussi que l'augmentation de la demande d'électricité ne soit pas au rendez-vous par rapport à ce qui était prévu. Euh, alors, Christopher, vous avez le micro coupé. Est-ce que est-ce que vous partagez ces constats-là? Est-ce que vous avez le sentiment que cela pourrait remettre en cause finalement le développement des flexibilités, que ce soit à court ou à long terme? Je crois que Christopher nous a momentanément coupé, donc quitté, pardon. Donc peut-être commencer par Yannick, si vous avez un avis sur cette question. Oui, merci de la question. Alors, il y a deux aspects dans la question. Il y a d'une part le fait que le niveau de consommation n'augmente pas autant que ce qui était prévu. En fait, on voit plutôt un décalage dans le temps. Un certain nombre de projets prennent du retard. Il y a quand même des choses qui arrivent comme les data centers, l'intelligence artificielle, etc. Les véhicules électriques, c'est quand même parti. C'est pas forcément un rythme qui accélère tout le temps, mais il est là. Sur le bâtiment, bon, on verra l'avenir de ma prime réno, mais le mouvement à moyen terme, il est lancé. Et de toute façon, l'enjeu, c'est quand même de décarboner. Donc, de toute façon, soit on arrive à décarboner, ça passera par une augmentation de la consommation d'électricité, soit on n'arrive pas à augmenter la consommation d'électricité, on a un vrai problème. Ce n'est pas un problème sur le secteur électrique, ce n'est pas un problème entre nucléaire et renouvelable, ça c'est un débat un peu de village, il me semble. Il y a un vrai problème d'importation d'énergie fossile, de dépendance à des pays qui ne sont pas tous des amis de la France, d'importation qui coûtent 60 à 80 milliards par an, etc. Donc les grands enjeux économiques, ils sont quand même dans notre capacité à se passer des énergies fossiles progressivement et le plus vite possible. Alors cette baisse le fait en attendant que là, pendant quelques années, la consommation n'augmente pas,
ça se traduit par, au contraire, un renforcement du besoin de flexibilité, puisqu'en fait, on arrive dans ces périodes qu'on commence à voir régulièrement maintenant, où on n'a pas assez de consommation résiduelle, c'est-à-dire qu'en fait, la production directement disponible, non stockable, que ce soit du nucléaire qui peut moduler que dans une certaine mesure, ou du renouvelable, dépasse le niveau de consommation. Donc ça, effectivement, ça pourrait être comblé s'il y avait plus de consommation de base. Donc on a plutôt, ça renforce plutôt l'opportunité de flexibilité puisqu'on a des périodes à prix très bas et donc ça renforce l'intérêt de consommer dans ces moments-là. À l'opposé, si on ralentissait les rythmes de développement du renouvelable, évidemment, ça ralentirait la courbe que j'ai montrée d'ici 2030 et donc le niveau d'accroissement de ce creux de journée. Mais en fait, comme je l'ai montré aussi, à la maille européenne, il y a quand même 60 gigawatts qui s'installent chaque année en ce moment, même si on réduisait un peu en France, où on en installe 4 ou 5, même si on réduisait même un peu dans les autres pays européens, qu'on passait à 50 ou 40, ça reste extrêmement significatif au regard du niveau de consommation qui existe en Europe. S'il y avait 40 gigawatts par an au lieu de 60, il n'empêche qu'en 4 ans, ça fait quand même 160 gigawatts qui s'installent. Et ces mouvements d'installation, ils ne sont pas tant liés à des décisions nationales, mais plutôt à des décisions d'acteurs qui font beaucoup de l'autoconsommation. Après, il y a un autre débat sur l'agriculture, mais il y a quand même, le solaire est quand même maintenant à un niveau de prix tellement bas au niveau mondial qu'il me semble difficile de totalement enrayer cette dynamique et ça ne paraît pas souhaitable parce qu'encore une fois, le but, c'est quand même d'avoir des énergies décarbonées disponibles. Donc certes, elle est disponible plus à certaines heures de la journée qu'à d'autres, mais c'est quand même une énergie décarbonée disponible et puis qui est produite. Alors le panneau n'est pas forcément produit en France, mais une fois que c'est installé, etc., on n'a pas de risque de sécurité d'approvisionnement. Personne ne peut nous couper le robinet du soleil, jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est quand même une énergie qui a certaines vertus, même si, comme toute, elle a ses défauts. Au niveau mondial, l'installation de photovoltaïque, c'est absolument énorme, hein. Il faut bien réaliser qu'on n'arrêtera pas par des décisions nationales l'industrie, la baisse des coûts au niveau mondial. La Chine en a installé 100 gigawatts en 4 mois là, sur le début de l'année 2025, qui sont à un rythme de plus de 300 gigawatts par an. Alors c'est la Chine, mais derrière, c'est toute l'industrie qui se développe. L'Australie en installe plein, la Californie aussi, d'autres États américains. C'est quand même en passe de devenir, il me semble, moi, un moyen de production un peu de base de l'électricité et de l'énergie décarbonée. Donc, ce type de flexibilité-là, je pense que ça va devenir très structurel et très structurant à l'avenir et que ça va durer des décennies. Le rythme précis, je ne sais pas dire, mais par contre, la tendance de fond, je pense qu'il n'y a pas de doute. Elle se peut être débattue, bien sûr, le point de vue que je donne, mais c'est l'objet de la discussion. Alors, je ne sais pas si nous avons récupéré Christopher, mais Timothée, peut-être une réaction à ça? Et moi, je partage assez largement ce que Yannick a dit. Euh, le développement de la consommation actuelle n'est pas sur les trajectoires qui avaient pu être envisagées par le gouvernement il y a pas si longtemps. Mais effectivement, si l'objectif c'est l'électrification, un jour ou l'autre, cette trajectoire reprendra et c'est probablement plus une question de dynamique que de cible. Et là où je rejoins encore davantage Yannick, c'est que dans l'intervalle, justement, le développement des flexibilités, enfin, le besoin de flexibilité en tout cas, il s'accroît puisque de l'autre côté, la production, elle, continue plutôt sur les trajectoires qui étaient envisagées. Et donc les phénomènes globaux où on a des périodes de très forte abondance de production décarbonée, d'autant plus du fait qu'on est interconnecté avec d'autres pays où ça continue de se développer aussi massivement. Ces périodes, elles s'accroissent. Enfin, je veux dire, on a déjà eu l'an dernier de très longues périodes de prix très très bas, voire négatifs, tout au long de l'été. Je crois à peu près tous les jours de l'été dernier, les prix étaient plutôt plus bas en milieu de journée que la nuit. Et puis depuis le début de l'année, il me semble que c'est aussi assez largement le cas. Donc on voit bien qu'il y a euh, ce phénomène, cette incitation à déplacer de la conso de manière un peu systématique au printemps et en été, en milieu de journée de l'été, qui est déjà là aujourd'hui et
même, est arrivé plus vite que ce qu'on pouvait imaginer si on avait eu une trajectoire de développement de la conso plus conforme à ce qui était anticipé initialement. Christopher, peut-être une réaction à cette question sur, je ne sais pas si vous l'aviez entendu, parce que je crois que vous avez eu Si, si, un petit. si. Non, mais j'ai pas, je suis complètement aligné, j'ai pas vraiment de réaction dessus. Bon, alors, justement, moi j'avais une question pour vous, Christopher, puisque là vous êtes plutôt du côté des consommateurs, mais aussi des producteurs. On l'a vu, en fait, flexibilité, c'est extrêmement vaste. Il y a à la fois les flexibilités et, on va dire, implicites, où on va surtout chercher à s'adapter au prix du marché, les heures pleines, les heures creuses. Ça va dépendre de la structure de son PPA, des prix spot et j'en passe. De l'autre côté, on a tout ce qui est beaucoup plus direct, comme le mécanisme de capacité, tout ce qui est lié au service système. Donc beaucoup d'opportunités finalement de profiter des flexibilités. Mais on a quand même le sentiment que toutes ne se veulent pas d'un point de vue économique, toutes ne sont pas aussi intéressantes pour le consommateur. Il semble que la réserve primaire finalement soit un terrain de jeu plus rentable que le mécanisme de capacité. Est-ce que c'est quelque chose que vous rejoignez, que vous ressentez chez vos clients? Est-ce qu'il y a peut-être une différence entre ces différents mécanismes, des clients qui s'intéressent plus à certains que d'autres pour des raisons économiques. Euh, voilà, est-ce que vous nous aidez à avoir un peu plus clair là-dessus? Il y a plusieurs aspects qui sont pas simples pour les industriels. Je ne parlerai pas de B2C, hein, on était plus sur un sujet de, de techno pour avoir des solutions de moins en moins chères pour pouvoir accéder aux flexibilités chez les particuliers ou chez on va dire le petit B2B. C'est toutes les initiatives qui ont été montrées tout à l'heure qui vont dans ce sens. Mais chez les gros consommateurs, il y a eu, ça fait quand même de nombreuses années, hein, quasiment plus de 15 à 20 ans, que certains industriels participent aux flexibilités, on va dire explicites, hein, sur les mécanismes de marché, donc la capacité, mécanismes de capacité, les appels d'offres effacement, pour certains même carrément les services systèmes, c'est-à-dire qu'ils réagissent, ils suivent la fréquence du réseau, ils réagissent en fonction de la variation de la fréquence. Euh, mais on voit bien que si on veut basculer avec plus de flexibilité, donc leur donner un peu de... On pense à des solutions justement avec du stockage ou des chaudières électriques qui permettent donc de pouvoir piloter, comme on l'a vu tout à l'heure, sur les pointes du midi, du soir. Malheureusement, la flexibilité, simplement l'écart, on va dire, entre le spot du matin et du soir et donc le creux, que ce soit le midi et la nuit, hein, pour regarder de manière assez large, n'est pas encore tout à fait suffisante. En France, en tout cas, c'est déjà en Allemagne depuis quelques temps, en Belgique, on l'a vu aussi en Angleterre. Donc, on voit la volatilité qui augmente, donc on sent bien qu'on a la veille de basculer. Mais on a beaucoup de mal à s'engager sur les mécanismes de flexibilité parce que leur durée de vie, enfin, la profondeur de ces marchés est quand même assez faible. Si on se projette même 2030 ou 2050, on rajoute pas tant de volume que ça sur ce qu'on appelle les réserves. Et donc, c'est très vite cannibalisé, quoi. En gros, les premiers acteurs ont pu amortir leurs actifs en investissant et en participant à ces mécanismes. On sent bien que ceux qui sont en bout de chaîne, on ne sait pas si on a encore 2 ans ou 3 ans devant nous sur les réserves secondaires, les réserves primaires. Et donc, on cherche de plus en plus des solutions où on amortit sur la flexibilité liée au spot, hein, le marché d'électricité la veille pour le lendemain, en arbitrant sur les pointes et les creux. Et on considère que la flexibilité sur les mises en place, des réserves mises en place par RTE sont plus la cerise sur le gâteau, quoi. C'est quelque chose qui vient ajouter et c'est très difficile de convaincre des investisseurs et même des banques de dire, attendez, on investit pour 15 ans, parce que regardez, on a de la visibilité sur les 3 prochaines années et on ne sait pas si demain, si on aura encore de la capacité, en tout cas une valorisation suffisante sur les marchés. Et quand on regarde ce qui s'est passé chez les voisins, on l'a déjà vu, hein. On a déjà vu des mécanismes qui sont cannibalisés, que ce soit en Belgique, aux Pays-Bas. Enfin, on sent bien que les réserves liées à la fréquence, par exemple, ont vite baissé. Yannick, est-ce que vous souhaitez réagir à ça? Oui, oui, pour appuyer, c'est ce que j'essaie d'expliquer sur les 4 types de flexibilité, c'est-à-dire que il faut bien comprendre que l'arrivée des renouvelables, c'est certes variable, mais c'est pas totalement imprévisible. Donc, c'est pas à la dernière seconde ou même dans les dernières minutes qu'on découvre si c'est une journée ventée ou s'il y a beaucoup de soleil ou pas.
Donc des gigawatts de flexibilité, on n'en a pas besoin de beaucoup à une échéance de 10 minutes. Là, je sais que c'est le soir, je pense un jour à peu près où il n'y a pas beaucoup de vent, ça va pas beaucoup varier en un quart d'heure. Ça sert à ça, les réserves. Ça sert normalement à gérer les aléas s'il se passe quelque chose parce qu'on perd une centrale, parce qu'il y a un incident sur le réseau, parce qu'il y a une variation de dernière minute. Ces variations de dernière minute, elles ne vont pas être générales du type éclipse. Donc, en fait, là où il y a beaucoup de besoins de flexibilité, c'est sur des choses qui sont relativement prévisibles. Alors, les rythmes dépendent de la nature des énergies renouvelables qui arrivent. Si c'est du solaire, ben, on voit très bien les rythmes. Il y a des variations, bien sûr, d'un jour sur l'autre, mais on a tous la météo. On sait que cette semaine, par exemple, il va faire très beau, c'est annoncé de partout. Donc, je m'attends à des pics solaires assez importants, globalement, et je le sais 2, 3 jours avant. Je n'ai pas besoin d'attendre la dernière minute. Donc, on a besoin de ces flexibilités pour s'adapter à ces rythmes-là, mais voilà, sur le solaire, on sait quand même l'essentiel très longtemps à l'avance. Sur le vent, si on rajoutait beaucoup d'éoliens, c'est moins à la mode aujourd'hui, mais beaucoup d'éoliens onshore, bah, le vent, on sait quand même quelques jours à l'avance aussi le niveau de vent. Donc, quelques heures avant, ça peut varier, mais quelques heures avant, c'est pas la même chose qu'en temps réel sur les 10 dernières minutes ou la dernière demi-heure. Et les réserves et les mécanismes d'ajustement, c'est les flexibilités d'équilibrage, c'est vraiment la dernière demi-heure. Donc c'est fait pour gérer ce que j'appelle la dentelle, c'est-à-dire des petites variations de dernière minute. Mais il faut comprendre que là où il y a du volume, là où c'est structurant et là où l'arrivée du solaire et du vent va rajouter des besoins, c'est plutôt avant, une programmation la veille pour le lendemain ou quelques heures avant suffit, voire même en fixe parce que bah, pour le soleil, on sait très bien quand il y en a et quand il n'y en a pas. Merci à tous les deux. Une dernière question avant de passer la parole à l'audience. Là, cette fois, je vais me tourner plutôt vers Timothée en premier. C'est Christopher parlait des EMS qui doivent permettre le pilotage. Donc, c'est vrai que pour le piloter tout ce qui est flexibilité et répondre aux besoins du réseau, ça implique des systèmes qui permettent de s'interfacer avec à la fois le marché, mais aussi avec les gestionnaires de réseau. Où est-ce qu'on en est en termes d'interopérabilité entre les systèmes de RTE, d'Enedis et autres différents acteurs, notamment dès qu'on est sur du B2C, un accord qui concerne un petit peu moins Christopher, on va tout de suite penser au compteur Linky, qui avait d'ailleurs été une promesse de pilotage de la consommation. Comment est-ce que vous voyez les choses aujourd'hui sur en fait, la manière dont les différents acteurs ont pris les choses en main en aval du compteur, que ce soit en passant par le compteur ou autre par ailleurs, pour justement contribuer à cette stabilité du réseau? Alors, si Timothée est toujours parmi nous. Oui, je suis toujours là. J'ai juste n'arrivais pas à retrouver le bouton du micro. Euh, mais justement, alors je l'évoquais, alors pas spécialement sur le marché B2C, mais l'initiative FlexReady que je mentionnais, qui est portée par Think Smart Grids, elle vise notamment à ça. C'est se donner un référentiel pour des moyens de pilotage. Alors là, on est sur les bâtiments tertiaires qui ont l'obligation d'être équipés de ces GTB. Euh, euh, mais du coup, se fixer un cadre commun sur une GTB FlexReady, donc qui est capable de récupérer des signaux de divers acteurs, dont notamment, pour ce qui nous concerne, des signaux qui sont issus du compteur, parce qu'on pense qu'il y a des signaux qui sont utiles pour faire du pilotage des usages, des usages en aval, notamment la puissance qui peut être soutirée à un instant T, la grille tarifaire du tarif de réseau, qui sont des signaux qui sont accessibles via le compteur. Ensuite, je dirais que nous, comment dire, nous, notre rôle s'arrête quelque part au compteur. Avec le compteur, on met à disposition des outils qui sont là au service des clients. Euh, Notre conviction, c'est ce que j'indiquais pendant la présentation, sur le segment vraiment du marché de masse. Notre conviction, c'est un pilotage pour beaucoup d'usages sur un signal tarifaire heure pleine, heure creuse,
est à la fois efficace, massif et simple, simple de mise en œuvre. Peu coûteux parce qu'il est par ailleurs déjà disponible qu'il a montré qu'il fonctionnait. Donc on est convaincu de son utilité. Après, c'est pas nous qui l'utilisons. C'est le choix du client, de son fournisseur, de son agrégateur, d'utiliser ces outils qui sont qu'on met à sa disposition, mais on est convaincu de leur utilité, particulièrement sur le trait diffus. Bon, Christopher, est-ce que vous souhaitez réagir? Alors, peut-être pas sur le compteur Linky, évidemment, mais sur peut-être vous, votre vision OMS sur le lien que vous pouvez avoir avec les gestionnaires de réseau. Moi, je suis convaincu hein, de la nécessité de développer des normes, des solutions qui permettent aux acteurs d'être flex ready. Après, je suis persuadé aussi que euh, côté, on va dire, particulier, si on leur met à disposition un peu comment dire, de suivi de leur consommation, je crois beaucoup au comportemental. On l'a vu, hein, enfin, tu parlais de JP au début en introduction, et quand il y a eu le risque de coupure hein, pendant la période des corrosions sous contrainte, et on a eu un hiver qui a été difficile, qui s'est très bien passé, et c'était aussi le résultat d'efforts alors, d'industriels, mais pas que, de citoyens tout simplement, qui ont vraiment fait des efforts pour baisser leur consommation pendant les moments de pointe. C'est exactement ce que montrait Yannick au tout début, c'est que quand on est en situation de tension pendant un hiver, c'est pas toute la journée qu'il y a tension. Ça va être quelques heures le soir, quelques heures le matin, et on a vu qu'on était capable de passer un hiver très tendu, euh, alors moins tendu que ce qui a été prévu, parce qu'on a eu des bonnes nouvelles entre-temps, mais je veux dire qui restait tendu. Donc je crois beaucoup aussi au comportemental quand on est côté particulier. Euh, D'où l'importance d'informer sur des situations de tension, d'avoir peut-être plus conscience de quand l'énergie est carbonée, pas carbonée, quand l'énergie est chère, pas chère, avec peut-être, on verra, ce qui existe déjà dans des pays anglophones, des systèmes de cashback, des choses comme ça, avec des consommateurs qui sont attentifs et peut-être qu'on arrivera à être ingénieux de pouvoir récompenser les consommateurs bienveillants et vaillants. Et peut-être, Yannick, le mot de la fin sur cette question en tout cas avant les questions de l'audience, évidemment, sur cette question d'interfaçage de différents systèmes entre différents acteurs. Notamment, voilà, Timothée a beaucoup parlé de Flex Ready, que vous avez lancé en grande pompe en octobre dernier. Oui, je ne vais pas redire ce qu'a dit Timothée. On a développé collectivement cette marque FlexReady pour avoir une solution. Ce qui est important de comprendre, c'est le principe de base. Après, il y a plusieurs façons de l'implémenter. Le principe de base, en tout cas, pour arriver à faire de la flexibilité, c'est coupler une vision des prix. Il faut avoir conscience, déjà, il faut avoir un contrat normalement, mais il faut avoir conscience que l'électricité, c'est pas le même prix à 19 heures qu'à 16 heures, qu'à 23 heures. Il faut coupler ça avec la gestion technique, c'est-à-dire se dire, mais finalement, si je préchauffe ma maison à 18 heures avant d'entrer chez moi l'hiver, il va faire chaud quand je rentre, j'aurai chauffé de 16 à 18 heures, c'est mieux que de chauffer de 18 à 20 quand je rentre. Ça nécessite juste une programmation. Cette programmation, il faut qu'elle reçoive le signal de prix pour pouvoir optimiser. Donc, soit c'est fixe, comme les heures planeurs creuses, hein, qui est la solution de base, et je ne peux qu'appuyer ce que dit Timothée. On estime que ça fait à peu près 70 ou 80% de la valeur, déjà une programmation fixe. Mais après, on peut faire plus fin, que ce soit pour des bornes de recharge, de l'eau chaude. On peut, suivant les jours, des fois c'est plutôt le matin qu'il y a du vent, il y a des opportunités, des fois c'est plutôt le soir. On peut avoir une programmation qui se recale un peu chaque jour en fonction des informations sur le prix du lendemain et la courbe des prix du lendemain. Donc, FlexReady, c'est ça pour les bâtiments tertiaires, c'est une technologie pour dire les GTB, la gestion technique des bâtiments qui optimise la gestion justement technique des équipements du bâtiment, il faut qu'elle intègre cette courbe des prix pour faire une optimisation plus fine qui tienne compte des écarts de prix. On peut le faire dans le résidentiel aussi, et c'est ça, pour moi, c'est ça la tendance qui va être. On est quand même au 21e siècle, on a quand même de l'informatique, on a tous des smartphones, donc avoir des applis, avoir des choses qui mettent ces informations en relation, c'est quand même, ça n'a jamais été aussi simple. Il faut juste bien comprendre qu'en couplant des décalages de conso électrique à confort inchangé et avec les signaux de prix, on va gagner plusieurs dizaines de pourcents sur la facture.
Et merci tous les trois. Alors pour commencer par les questions de la salle, je vais appeler David. David qui avait une question sur SpeakUp que je vais encore connecter. Ouais. Alors du coup, en fait, je me demandais, oui, en fait, je suis pas sûr d'avoir compris pourquoi est-ce que ça coûte, enfin, c'est plus viable économiquement pour les producteurs de faire de faire de l'effacement ou de la flex que les consommateurs. Je crois que c'était Yannick qui avait évoqué ça. C'est Timothée qui a expliqué ça, mais je vais faire parole à Timothée. Oui, effectivement, c'est moi qui avait dit ça. Je ne l'ai pas dit dans ce sens-là. J'ai dit que, euh, vu des gestionnaires de réseau, quand on doit avoir recours à de la flexibilité de production, elle n'est pas très chère. Ça n'est que le prix de l'énergie sur le marché. Puis d'ailleurs, parfois, il se peut même que si on a une congestion et que les prix sont négatifs, finalement, ça nous rapporte de l'argent d'aller écréter un producteur. Bon, c'est pas le cas général, mais donc la flexibilité de production n'est pas très chère. La flexibilité de consommation, si elle est choisie, elle est déjà en général plus chère. Si elle est subie, elle est socialement très très chère. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Merci. D'accord, donc du coup, ok. Parce que là, dans ce que vous dites, ok. Et donc je disais in fine que compte tenu de ça, euh, le dimensionnement optimal, si je puis dire, ou pour ce qui est nous, enfin, hein, qui est réflexe, qui est une forme de dimensionnement optimal de nos postes sources, où on va octroyer des capacités de raccordement au-delà des capacités techniques, euh, bah, forcément, ça a plus de sens de le faire sur des objets de type producteur-stockeur, où la contrepartie, ça va être de l'écrêtement qui sera peu coûteux. Et inversement, sur les consommateurs, le sujet me paraît se poser assez largement différemment. Puisque si on envisageait, ce qui n'est pas notre cas, du dimensionnement optimal en consommation, finalement, euh, ça a des impacts très différents sur les consommateurs. Je veux dire, notre mission n'est pas d'aller couper des consommateurs, c'est le contraire. On a des objectifs de qualité d'alimentation qui sont assez stricts. Donc tout ça est un peu antagoniste. Voilà. Et donc, vu de nous, la flexibilité pour le réseau, elle est en volume très majoritairement sur des cas de producteurs. Ben, elle peut être ponctuellement sur des cas de consommateurs qui seraient flexibles, prêts à rendre un service de flexibilité à n'importe quel moment, parce que c'est ça finalement la condition. Mais concrètement, je pense qu'il y en a moins que des producteurs. D'accord. Et juste pour être sûr de comprendre, du coup, lorsque vous dites ok, oui, que ça revient moins cher pour les producteurs, est-ce que du coup c'est l'effacement ou le report de consommation qui revient moins cher? C'est pas que ça revient moins cher pour le producteur, ça revient moins cher pour le gestionnaire de réseau. Parce que dans ces cas-là, enfin, ce dont on parle, c'est de dire est-ce que j'accepte un producteur, ou enfin bref, un utilisateur par anticipation des travaux de renforcement. Si je le fais, je vais devoir l'écréter. En général, je lui compense économiquement. Donc, il y a un écho. Et donc, si je suis amené à lui compenser ses écrêtements, moi, je vais faire un arbitrage, coût d'investissement, coût de l'écrêtement. Bah, le coût de l'écrêtement, il est plus faible chez les producteurs, donc c'est là que l'arbitrage va être plus favorable, vu du gestionnaire de réseau. Ah, d'accord. Ok, ok, je comprends. Ouais, d'accord. Merci beaucoup. Merci David. Je ne sais pas alors si Yannick ou Christopher, vous n'avez pas de réaction. Je vais appeler Mickaël qui a toujours des questions rigolotes. Oui, merci Damien, bonsoir à toutes et tous. La petite question rigolote que j'avais posée, c'est je me posais la question, est-ce que vous avez en tête
des freins qui existeraient, qu'ils soient réglementaires ou fiscaux ou légaux, pour avoir des offres de fourniture assez agressives sur l'incitation à consommer aux heures où il y a du soleil. Et typiquement, ces trucs qu'on voit commencer à arriver au UK, je sais que Octopus Energy, typiquement, il commence à faire ce genre de choses, de dire, bah, en fait, de 11 heures à 16 heures, c'est pas un peu moins cher, c'est l'électricité est gratuite. Par contre, de 18 heures à 20 heures, ça coûte 2, 3 fois le TRV. Alors on peut dire il y a un talon pour faire cuire les pâtes et donner la douche aux enfants, mais dans le principe d'avoir quelque chose de très agressif, je me posais la question, est-ce que ce soit vu que la fiscalité de l'énergie, c'est quelque chose qui se passe au niveau européen, vu qu'il y a des sujets de péréquation, etc., est-ce qu'il y a des freins qui empêchent de faire ça, ou c'est juste que, on n'ose pas aller vers ce type de solutions qui peuvent paraître un peu radicales? Merci. Je vais commencer un début de réponse, et puis Timothée, Christopher, je vous laisse compléter, mais d'abord, c'est une bonne chose, puisqu'on a ouvert le marché il y a 25 ans, qu'on a des fournisseurs qui commencent à proposer des choses un peu différentes. Et Octopus, qui arrive en France, effectivement, fait partie de ceux qui, en Europe, font des offres les mieux marketées, il me semble, en tout cas très différentes de ce qu'on connaissait par le passé. Dans les freins, moi, j'en vois essentiellement deux. Euh, sur la fiscalité, puisque vous avez cité ça, on a un souci qui est que la taxe d'assises, c'est-à-dire la taxe qui, en partie, couvre les aides aux renouvelables, les aides pour les ZNI, les zones non interconnectées, etc., est une taxe en euros par mégawattheure et pas une taxe en pourcentage. Donc elle est fixe. Elle est fixe toute l'année en euros par mégawattheure. Donc ça vient lisser l'incitation à moduler le prix. C'est pas évident de faire zéro si la taxe est déjà de 30 euros. Je ne sais plus le montant précis, mais Timothée nous le dira. Une trentaine d'euros par mégawattheure, ben déjà, moi, commercialisateur, je les perds sur ce moment-là, puisqu'il faut quand même que je paye la taxe. C'est pas si évident. Après, il y a le signal du tarif de réseau lui-même, mais voilà. Le deuxième que je vois, moi j'essaie de m'atteler à ça, mais c'est que je vous ai montré des variations sur des prix spot, des prix la veille pour le lendemain avec cette forme typique de creux l'après-midi. Mais si vous êtes un fournisseur qui veut se couvrir longtemps à l'avance et faire des offres pas chères l'après-midi, c'est pas facile d'acheter l'électricité pas chère longtemps à l'avance. Il n'y a pas le produit de marché à terme. Alors ça peut se trouver peut-être en OTC, etc., mais il n'y a pas le produit de marché à terme qui vous permet d'acheter de l'électricité ni que sur les printemps et l'été, mais même sur toute l'année, moins cher en 2026, 27, 28. Et ça, il n'y a pas de raison de fond pour laquelle ça n'existerait pas. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui augmenterait la facilité à le faire. Il y a sûrement d'autres éléments, je laisse mes collègues compléter. Entre Christopher et Timothée, est-ce que vous devez réagir? Christopher, peut-être? J'étais sur le premier exemple, le premier frein, j'avais le même, hein. Je pense que c'est très politique comme démarche. Et puis il y a une notion de péréquation et aujourd'hui, le fait moi je pense qu'il y a quand même sur les commodités, sur le coût d'accès au réseau, on pourrait commencer à avoir des prix qui varient. Et on voit très bien en Allemagne ce qui a déclenché, ce qui a accéléré en fait le développement de plus de flexibilité. C'était vraiment l'écart de prix, le coût entre les heures de pointe et les heures creuses, pas seulement sur l'électron, mais aussi sur l'accès réseau. Ça fait une grosse différence. C'est peut être un gros frein, l'inverse, quand on regarde aux Pays-Bas, justement, l'accès réseau est cher pour tout le monde et on ne trouve plus cette variation entre les heures creuses et les heures de pointe et ça peut être un frein à son tour. Alors, Timothée, peut-être une réaction? Non, 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 ça, c'est moins un sujet de distributeur, je trouve, euh, mais néanmoins, non, mais sur les taxes, juste en droit, hein, elles sont harmonisées au niveau européen, mais après, l'État est largement libre d'en fixer le niveau qu'il souhaite. Il n'a pas le droit, il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut, mais enfin, s'il voulait les mettre au minimum prévu par la directive, il le pourrait. Par exemple, voilà. Bref, il y a des marges de manœuvre d'un point de vue juridique là-dessus. Après, il y a évidemment des contraintes budgétaires, euh, mais je dirais que c'est pas tellement le sujet. Euh, ensuite, mais
il y a un moment, j'ai perdu la connexion, mais je crois que Yannick a forcément dû l'évoquer. C'est les prix à terme et est-ce qu'ils reflètent bien les périodes d'heures creuses et d'heures pleines aujourd'hui dans leur structuration. Euh, et, et- et enfin, c'est ce que aussi j'évoquais dans ma présentation au début, le fait qu'on aille vers un alignement à travers ce qu'on est en train de faire, la saisonnalisation du TURP, c'est-à-dire plus d'heures creuses en milieu de journée l'été. Donc on aille vers un alignement entre les périodes creuses du TURP et les périodes qui sont par ailleurs assez systématiquement creuses sur les coûts d'appro, enfin, sur le marché de l'énergie. Ça va aussi favoriser des offres plus incitatives au déplacement de consommation. Après, le reste, il me semble, est assez largement à la main des fournisseurs quant à la structuration de leurs offres et de l'appétence des clients. Merci. Alors, pour une dernière question, je vais appeler Michel Labrousse. Bonsoir, merci beaucoup de me donner la parole. Je n'avais pas très bien compris le processus de pose des questions. Euh, c'est la première fois que je participe à une réunion de ce type-là, technique, à la fois avec les producteurs et enfin, traitant à la fois de la flexibilité de la part des producteurs et de la part des transporteurs et de la part des consommateurs. Et ce qui m'intéresse, je suis d'une association qui s'intéresse beaucoup aux problèmes de l'énergie et notamment du mix énergétique. Je voulais savoir si j'ai compris que la flexibilité en fait était très 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 méconnue par l'ensemble des acteurs et en particulier les politiques. Et donc ce que vous avez expliqué me porte à croire que tout ça n'est pas vraiment pris en compte, en particulier dans les projections de consommation et projections de production qui sont faites au niveau politique. On s'apprête à adopter une planification, la PPE, pour les années à venir. Euh, pouvez-vous me dire comment, justement, ces travaux que vous faites à la fois producteurs et pour le consommateur, comment ces travaux sont pris en compte à la fois techniquement et sur le plan économique par, je dirais, les instances qui imagine l'énergie du futur, l'énergie électrique du futur en France, et qui projette par exemple la création de capacités nucléaires ou autres, la capacité de transport, etc. Donc comment se fait la liaison entre ces travaux technico-économiques que vous avez présentés et les projections à moyen et long terme telles qu'on les connaît en France? Merci. Je vais essayer de répondre au moins pour les travaux menés par RTE, mais qui, de par la loi, font normalement foi sur la partie bilan prévisionnel, c'est-à-dire justement de voir quelle est l'évolution de la consommation attendue et indiquer au pouvoir politique si on juge qu'il y a ou non suffisamment de production pour la sécurité d'approvisionnement de la France. Donc ces éléments-là sont pris en compte. La question, c'est que c'est quand même soumis à certaines hypothèses de voir à quelle vitesse ça va évoluer. Donc c'est pris en compte parce qu'il y a toute une partie de prévision de consommation qui est en térawattheure, qui est en niveau de consommation. Mais ensuite, dans les simulations que fait RTE pour juger de si on a assez de centrales, les types de centrales utiles, nécessaires, etc., il y a bien une simulation heure par heure du fonctionnement du système électrique. Et donc ça nécessite d'avoir une courbe de consommation et d'avoir éventuellement même une réponse de certaines consommations à des signaux de prix. C'est-à-dire que quand on est amené sur certaines heures à démarrer des moyens très chers, on peut tout à fait simuler qu'une partie de la consommation va se décaler si les prix deviennent de ce niveau-là. Donc c'est ce qui est fait dans les rapports d'RTE. Donc vous invite à aller sur le site de RTE, vous tapez bilan prévisionnel et vous verrez ça. Il y a tout un chapitre sur la consommation. La fin du chapitre sur la consommation est vraiment dédiée à ces questions de modélisation de la courbe de charge, de flexibilité, de potentiel de décalage, y compris d'évolution des heures creuses. C'est fait aussi sur le chapitre sur l'évolution et l'importance de la prise en compte des véhicules électriques et de la charge des véhicules électriques demain. Donc il y a plusieurs courbes, hein. Je n'ai pas eu le temps de vous les détailler, mais j'en avais mis dans les slides. Ouais, vous y référez.
suivant qu'on garde les autres heures creuses aujourd'hui, qu'on les décale comme c'est prévu l'an prochain, ou qu'on va même plus loin d'ici 2035, avec des heures creuses qui seront plus nombreuses au cours de la journée, c'est-à-dire qu'on n'est plus 8 heures creuses par jour, mais peut-être 12, voire 14 heures creuses par jour, celle de la journée s'ajoutant à celle de la nuit. Donc voilà, je ne sais pas si je vous réponds, en tout cas sur le plan de la méthode, Timothée pourra compléter, je pense. C'est bien pris en compte dans les simulations que RTE fait. Oui, moi je viens ajouter deux points. C'est que bon, nous, évidemment, on contribue aux exercices que Yannick vient d'évoquer de RTE sur le bilan prévisionnel. On partage avec RTE la vision qu'on peut avoir du développement de tel ou tel usage. J'ajoute par ailleurs qu'on a un nouvel exercice commun devant nous qui est prévu pour se répéter tous les 2 ans. C'est de dresser un bilan national des besoins de flexibilité, en tout cas d'y contribuer, parce qu'à la fin, je crois enfin, juridiquement, ça n'est pas les gestionnaires de réseau qui produisent in fine le rapport, mais enfin, c'est les gestionnaires de réseau qui auront la charge de l'alimenter. Donc, d'alimenter un rapport sur les besoins de flexibilité globaux pour le système électrique, sur la partie offre-demande, bah, qui est déjà largement développée dans le bilan de prévisionnel de RTE, mais aussi sur la partie besoin de flexibilité pour le réseau lui-même, RPT, RPD. Et donc ça, bah, ça c'est une nouvelle exigence du dernier paquet de directives, avec une première échéance à l'été prochain, enfin 2026, si je ne dis pas de bêtises, euh, mais qui n'est pas encore transposé en droit français non plus, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, donc on a aussi cet exercice-là de consolidation des besoins de flexibilité au sens large qui est devant nous et qui permettra d'alimenter les travaux du gouvernement et des pouvoirs publics. Christopher, le mot de la fin, parce que je sais que vous avez une contrainte. Moi, je peux, sur les 20 dernières années, je peux vous dire que RTE a vraiment fait un travail euh, pour présenter l'intérêt de la flexibilité. Ça fait des années. Il y a une grosse pédagogie qui est faite à tous les niveaux des décideurs dans le pays. Et pour des acteurs comme Total Energy que je représente, EDF, c'était pareil. Je veux dire, il y a toujours une prise en compte, tout en développant les énergies renouvelables, de développer en face la flexibilité nécessaire. C'est pas des acteurs qui, de toute façon, c'est dans leur intérêt parce que si on se retrouve avec des énergies renouvelables sans flexibilité en face, on se retrouve avec des actifs qui vont être arrêtés quasiment tout le temps et c'est pas du tout l'intérêt. Donc c'est vraiment un vrai sujet la flex. Ça permettra d'avoir des actifs amortis, des actifs qui vont être complètement décarbonés, qui ont donc la qualité des décarbonés, peut-être le défaut d'être intermittent, mais comme l'a rappelé Yannick, par contre, qui sont prévisibles. Et on a de plus en plus d'outils de prévision précis, hein. Je veux dire, c'est impressionnant au fil des années. La prévision est de plus en plus avec des outils comme, j'ai eu une question sur l'intelligence artificielle, mais il y a de plus en plus d'outils de calcul qui permettent d'être assez précis. Et, euh, et en face, on a besoin de cette flexibilité pour y répondre. Donc c'est un devoir. Alors j'ai envie de dire, c'est pas trop grave si encore aujourd'hui au niveau des particuliers c'est nouveau, parce que la flexibilité, en volume va arriver dans les années à venir, hein. C'est l'émergence des véhicules électriques, l'émergence de, de plus d'éolien et de solaire encore, mais ça devient incontournable. Enfin, on sait que dans le futur, des véhicules électriques sans cette capacité de flexibilité, ça serait une aberration. Imaginez un monde où tout le monde enfin, on a des millions de véhicules électriques et tout le monde branche son véhicule le soir à 19h sans se poser la question de si c'est le bon moment pour recharger le véhicule. Et je peux déjà vous répondre, à 19h, c'est le pire des moments et on ne peut pas se permettre d'avoir des gigawatts comme ça qui arrivent à 19h. Donc c'est du bon sens. Et je pense que les décideurs en ont bien conscience. Je vous remercie tous les trois pour vos interventions. Je pense qu'on a eu une bonne complémentarité entre vous trois. Alors, bouchez-vous les oreilles parce que je vais devoir annoncer la prochaine conférence qui aura lieu sur les énergies alternatives au tout électrique, organisée par Centrale Énergie, donc le 24 juin prochain en webinaire, même horaire.
On ne change pas beaucoup de ce côté-là. Pour les personnes intéressées, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de Centrale Énergie pour recevoir les invitations pour les prochaines. Merci tout le monde pour votre attention. Évidemment,